Alors, on va voir le tracking 3D. Donc, pour cette première partie, on va voir sur quoi se baser pour la réussite d'un tracking. Donc, on a vu effectivement avant dans les vidéos le tracking 2D. Donc, on va le voir comment le faire en 3D et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce que dans le tracking 3D, contrairement au tracking 2D, il va falloir en fait prendre en compte qu'on va devoir créer une caméra virtuelle par rapport aux features. Donc on verra en fait ce sont des petites cibles qu'on va extrapoler sur trois axes X, Y, Z qui vont nous permettre en fait effectivement de créer une caméra virtuelle. Donc cette première partie, elle va être effectivement plutôt basée sur la théorie, et puis on verra dans un second temps à mettre tout ça en pratique en lien avec la théorie. Alors bien que je puisse comprendre que la théorie puisse être longue, ennuyante, on va voir que effectivement si c'est pas acquis, on va y aller à l'aveuglette, mais finalement pour des choses relativement simples et puis voilà, bon, éventuellement un peu d'ajouter un peu de texte, un peu de tout ça. Bon, la théorie, on s'en fiche un peu. Par contre, si on veut faire des choses qui ont plus de gueule, et puis effectivement d'élaborer un petit peu tout ça, bon, on va voir qu'il va falloir connaître justement tous ces aspects pour faire des choses beaucoup plus sympas et plus élaborées visuellement. Alors, en gros, il va falloir s'appuyer sur plein de choses. Donc pareil, je vous renvoie en fait à mon livre en PDF. Donc on va prendre le livre en PDF et il va falloir prendre en chose pour le tracking, donc la cadence d'image, donc le nombre d'images effectivement à la seconde. C'est-à-dire qu'en gros, plus effectivement on va avoir d'images et plus ça sera certes long mais peut-être plus simple à calculer. Maintenant, ça à la rigueur, c'est pas très dérangeant. On a la résolution et le format, bon bah forcément faut le prendre en compte. On a voilà chapitre 4, encodage d'images et vidéos. Donc je vais aller sur la page 45 et pourquoi on va comprendre que c'est hyper intéressant de comprendre comment ça va marcher par rapport à la compression vidéo, donc à son encodage. Tout simplement parce que plus notre rush en fait va être de bonne qualité et plus effectivement il va avoir beaucoup moins effectivement de zones qui sont compressées, de pixels qui sont plutôt on va dire grossiers, assez vulgaires, etc. Et effectivement, si on va regarder cette vidéo et qu'on zoome un petit peu, on va voir effectivement qu'on peut avoir sur des rushs qui sont très compressés, des pixels qui sont grossiers, qui vont trembler, qui restituent finalement mal en fait tous nos pixels colorimétriques, etc. Donc c'est vrai que à partir de là, ça peut être assez casse-gueule. Alors maintenant, si on regarde bien ce type de plan, là ça peut aller parce que finalement, en plus de ça, on est sur un rush où on a un plan au drone, ça bouge très peu, donc c'est relativement fluide, donc il n'y a pas de grande amplitude de mouvement, donc ça va se faire relativement bien. On voit que c'est un point MP4, il nous affiche millions de couleurs, donc effectivement on est bien sur du H264. Donc si on regarde effectivement le H264, donc plus connu en fait en MP4 AVC, donc effectivement le H264 c'est quoi? C'est du 8 bits. Et le 8 bits, on se souvient effectivement que c'est 16 millions de couleurs. Et en plus de ça, c'est un sous-échantillonnage de chrominance en 4.2.0. Et c'est pour ça qu'on voit effectivement que le détail effectivement en chrominance, comme on peut voir ici, va être complètement dégradé. Donc comme on va restituer le moins de pixels au niveau en fait de la chrominance, on a moins de détails, c'est beaucoup plus grossier au niveau en fait du pixel, et effectivement à traquer plus la compression, ça reste moins précis. Donc moins de zones où les features vont accrocher parce que on a quand même quelques micro tremblements qu'on peut effectivement voir. Donc toutes ces choses là déjà elles sont à prendre en compte.
Maintenant, il va falloir prendre en compte, et ça c'est peut-être vraiment la chose à prendre principalement en compte, donc ça va être le capteur et la distance focale. Donc le capteur et la distance focale, bah, tout simplement parce que effectivement, chaque caméra possède un capteur et un objectif, donc qui soit fixe ou monté. Donc effectivement, il va falloir prendre en compte avec quel type de caméra a été filmé le plan, quel type effectivement de capteur pour pouvoir, quand on va extrapoler et créer une caméra virtuelle, pour pouvoir effectivement se calquer sur notre caméra réelle. Si effectivement c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte, ça va être problématique parce que quand on va vouloir effectivement intégrer un élément en 2D ou en 3D, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si je regarde ici, là on a un plan, donc on a extrait notre caméra, et quand on va venir effectivement appliquer, donc en l'occurrence ici un objet en 3D, à notre scène, on va voir que la caméra virtuelle est complètement paramétrée et calquée sur la caméra réelle. C'est pour ça qu'on n'a pas de déformation, que l'image ici du véhicule s'adapte correctement en fait à notre scène. Maintenant, si c'est pas compris, regardez ce qui risque de se passer. Il risque de se passer ce genre de phénomène. On va voir qu'effectivement, ça ne matche pas du tout dans ce cas de figure ici, dans ce cas de figure ici. Alors ça peut être dans différentes cas de figure, mais ça, il va vraiment falloir le prendre en compte. Alors ici, pour le coup, dans After Effects, on verra que c'est différent que si on venait par exemple le paramétrer dans le logiciel Nuke. C'est-à-dire que quand on fait un tracking 3D dans After Effects et dans Nuke, les choses sont complètement différentes. Dans Nuke, ça sera quand même beaucoup plus élaboré que de le faire dans After Effects, où c'est certes plus simple, plus rapide, mais moins efficace. Après, pour un type de plan comme ça, là, After Effects va largement suffire. After Effects va être très bon dans le tracking 3D. Maintenant, le tracking 3D, quand on le fait dans Nuke, bah, effectivement, on se retrouve avec beaucoup de choses qu'on peut d'ailleurs retrouver dans After Effects, mais à partir en fait de la version 2017, enfin pas au-delà de la version 2017. Si je prends par exemple ça, c'est ce qu'on a effectivement sur Nuke et The Foundry. C'est-à-dire qu'en gros, The Foundry, ils ont développé le Camera Tracker. Donc le Camera Tracker, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'art et la manière de venir faire donc du tracking 3D de façon très élaborée dans Nuke. Donc on voit que les paramètres sont juste impressionnants, mais on peut le faire. Ils ont sorti une version qui s'intègre complètement à After Effects, mais pas au-delà de la version 2017. Donc si vous voulez rester que dans After Effects et vous voulez utiliser vraiment du tracking de très haute qualité, il va peut-être vous falloir installer aussi une vieille version d'After Effects 2017 maximum pour pouvoir installer Camera Tracker. Et là, vraiment, c'est de la bombe parce qu'on peut tout paramétrer. Donc là, pour le coup, nous, effectivement, on est dans After Effects, donc on va se concentrer dans After Effects. Alors, il va falloir effectivement prendre la distance et le capteur, donc la distance focale et le capteur, qu'on va voir quand on va passer à la partie pratique, parce que sinon, effectivement, on va avoir des grosses déformations. Mais il va falloir aussi prendre d'autres phénomènes, comme par exemple le flou de mouvement. Donc le flou de mouvement, si on regarde bien, chapitre 8, donc page 65, je vous renvoie à mon livre que vous pouvez télécharger directement sur ma chaîne YouTube. En fait, le tracking, si on a trop de flou de mouvement, le gros problème qui va se passer, c'est que ça va être difficile de traquer convenablement parce que nos features vont vraiment avoir des grosses décroches par rapport aux pixels et ça va manquer de précision. Donc effectivement, moins on a d'amplitude de mouvement, moins on a de vitesse de mouvement, plus on a d'images, plus en fait on a une image nette au mouvement avec très peu de flou de mouvement, et plus on a une image vraiment brute et pas compressée comme ici.
bah effectivement, on va pouvoir traquer dans de très bonnes conditions. Auquel cas, il va falloir faire attention à tout ça. Et puis, dernière chose aussi, alors sur ce type de plan, ça se verra très peu, mais on a ce qu'on appelle le rolling shutter et le global shutter, donc on peut voir page 69. Alors ça, c'est tout simplement effectivement le fait de venir déformer donc un objet de notre vidéo en fonction de la vitesse. Pourquoi? Parce que effectivement, on a un enregistrement de pixels qui se fait d'une certaine manière. Donc quand on est en rolling shutter, qu'on n'aura pas dans une caméra global shutter. Par exemple, si on fait un mouvement où on va pas noter très rapidement de gauche à droite, si on le fait très rapidement, vous voyez, en fait, on a carrément une déformation de la géométrie, tout simplement parce que les lignes de pixels sont enregistrées d'une certaine manière. Quand c'est un hélicoptère, les pales vont tellement vite, et en fonction de comment on a réglé notre triangle d'exposition, qu'on peut retrouver aussi dans le livre au niveau du chapitre, effectivement, on va avoir une grosse déformation, contrairement à un global shutter où on n'en aura pas. Donc toutes ces choses, il va falloir effectivement les prendre en compte pour mener à bien la réussite et l'extrapolation en fait, de features qui vont nous permettre d'avoir un tracking de qualité et une vraie caméra virtuelle basée sur la réalité. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie pratique pour voir un petit peu comment s'y prendre dans After Effects.